Son nom se décline dans toutes les langues du monde depuis la nuit des temps. Mais pour les scientifiques, il fait partie de la grande famille des Triticum. Surnommé la céréale dorée, le blé vaut de l'or. Il couvre près de 20% des terres cultivées sur la planète. Consommé sur tous les continents, il représente la nourriture de base pour un homme sur 3. Plante mythique, dont l'histoire est intimement liée à celle de l'humanité, le blé a développé au fil des siècles une extraordinaire diversité. Mais cette richesse biologique est aujourd'hui menacée par les pratiques de l'agriculture industrielle. Au cours des 50 dernières années, des milliers de variétés de blé ont disparu et les champs se sont uniformisés. Une évolution qui à terme met en péril la sécurité alimentaire de la planète. La grande saga du blé commence dans les steppes du Moyen-Orient il y a des dizaines de milliers d'années. C'est l'époque du Paléolithique. Les hommes ont inventé la pierre taillée, ils sont nomades et vivent dans des grottes. Pour se nourrir, ils chassent ou cueillent ce que leur offre la nature. Ils sont particulièrement friands de céréales, et surtout de blé, plus nutritif que l'orge ou l'avoine. En ce temps-là, les épis poussent de manière sauvage, comme ici, dans ce site protégé d'Israël. Voici du blé sauvage, l'ancêtre du blé domestiqué. On peut voir la grande diversité du blé sauvage. Ici, vous avez des épis avec des glumes et de la barbe noire. Là, ils sont partiellement noirs ou blancs. Certains sont barbus, d'autres pas. Vous avez aussi des variations dans le degré de maturation. Cet épi est encore vert, les autres sont déjà mûrs. Durant cette période où l'homme collectait le blé, il a appris le cycle de la vie. Il a compris que la plante naît de la semence et que s'il plante une graine dans le sol, il obtiendra 20, 30 ou 40 nouvelles graines au printemps. C'est comme cela qu'il a commencé à cultiver le blé. C'est l'origine de l'agriculture. L'une des caractéristiques du blé sauvage, c'est qu'il a un épi fragile. Après la maturation, les épis se désarticulent en épillets et en unités séparées. C'est en se disséminant que le blé sauvage assure sa reproduction. Après avoir cultivé pendant des siècles du blé sauvage, les premiers agriculteurs ont trouvé des mutants, des plantes où les épis ne se désarticulent pas et où les grains restent sur la tige. Ils les ont sélectionnés car c'était plus facile pour eux de collecter les grains. Comme le blé cultivé ou domestiqué ne peut plus disperser ses semences, il va devenir dépendant de l'homme pour sa survie. Célébré depuis l'Antiquité, le geste du semeur symbolise ce que les historiens appellent la révolution agricole, ou néolithique, qui a débuté il y a 10 000 ans. Il incarne aussi la naissance de la civilisation. Les hommes n'ont plus besoin de consacrer tout leur temps à la recherche de nourriture et ils changent leur mode de vie. Ils se sédentarisent, construisent des villages, inventent la pierre polie, la céramique et surtout de nouvelles activités comme l'artisanat. L'homme a domestiqué le blé, mais on peut dire aussi que le blé a domestiqué l'homme. La dépendance de l'homme par rapport au blé est à l'origine de nombreuses histoires mystiques, comme par exemple celle de l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, qui raconte en fait le début de l'agriculture. C'est pourquoi
Certains exégètes hébreux pensent que l'arbre de la connaissance de la Bible, c'est le blé. Grâce à l'agriculture, la population augmente. Et les hommes du néolithique commencent à migrer. Et avec eux, le blé. Le voyage débute il y a 8000 ans, depuis la région du Croissant fertile au cœur de la Mésopotamie. Le blé s'implante en Turquie, puis dans la Grèce antique, où il donne naissance à une divinité, Déméter, la déesse des moissons qui enfanta dans un champ de blé. Chez les Romains, elle s'appelle Cérès, et elle est vénérée comme la nourrice de l'humanité. Après l'Italie, le blé gagne l'Europe de l'Ouest en longeant la Méditerranée, puis l'Europe de l'Est en provenance des Balkans. Sa progression est lente, 1 km par an en moyenne. Au même moment, le blé conquiert l'Asie, d'ouest en est, l'Inde à travers la vallée du Pendjab, et la Chine, l'immense empire du milieu où, au XIIIe siècle, Marco Polo est séduit par les pâtes qui feront bientôt la réputation de son Italie natale. L'Égypte, enfin, il y a 6000 ans. Surnommé le blé des pharaons, la céréale devient l'emblème du dieu Osiris. Ce sont les Égyptiens qui inventent le métier de boulanger. Pour eux, le pain représente une telle richesse qu'il sert de monnaie. Les bâtisseurs des pyramides sont payés en pain. La boulangerie se répand ensuite en Grèce, où apparaissent les premiers fours, puis à Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est à cette époque qu'on distingue 2 branches dans la grande famille des triticum. Le blé dur, destiné aux galettes, à la semoule et aux pâtes, et le blé tendre, pour le pain levé. Quand le blé s'est disséminé un peu partout, l'homme a sélectionné des variétés ou des lignées capables de s'adapter aux différents environnements. Cela a entraîné le développement d'une extraordinaire diversité du blé. De plus, la structure génétique du blé est telle qu'elle permet aussi l'accumulation d'une grande diversité. Blé de plaine ou blé de montagne, impossible de savoir combien de variétés le blé a développé au fil du temps. On parle de 200 000. Jusqu'au début du XXe siècle, ce sont ce que les agronomes appellent des populations de pays, c'est-à-dire des variétés locales adaptées à des terroirs. Si partout dans le monde, les épis sont différents, les gestes, eux, sont immuables. Des labours au battage, la culture du blé fait travailler des villages entiers. C'est alors que survient la seconde révolution agricole, qui accompagne la révolution industrielle dans les pays développés à la fin du XIXe siècle. C'est l'heure de la mécanisation, mais aussi des engrais et des produits phytosanitaires, herbicides ou insecticides, censés éliminer tous les parasites de la plante. Machines et produits chimiques ne visent qu'un seul objectif, augmenter la productivité du blé. Ce modèle d'agriculture industrielle se répand dans les pays du Nord au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec à la clé un important exode rural. Faut qu'on regarde si ça sème pas du blé. Agriculteur, Pierre Pagès a une double casquette. Il exploite 100 hectares de blé dans le centre de la France et il dirige l'Imagrin, le premier groupe semencier européen. Il fut un témoin mais aussi un acteur convaincu de l'agriculture industrielle. Les progrès techniques sont extraordinaires puisque je me souviens étant enfant, moi je suis né juste après-guerre, j'ai vu mes parents détourer les champs à la faucille et puis passer avec un attelage de bœufs, ce qu'on appelait la moissonneuse-lieuse, en fait, qui mettait les pailles de blé avec le grain en gerbe. Et puis il y avait une batteuse à poste fixe, où là, donc, en fait, les gens s'entraidaient pour battre l'ensemble de la récolte du village en faisant les tours de ferme en ferme.
À mon époque, le quart de la population était encore à l'agriculture. Aujourd'hui, on est à 6%. Quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes à 2%. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'au sortir de la guerre, non seulement la France, mais l'Europe était déficitaire en céréales. Et les dernières grandes disettes remontent à moins d'un siècle. Donc c'est en fait tous ces progrès accumulés qui font qu'aujourd'hui, nous avons une certaine indépendance alimentaire. De fait, la pénurie de grains fut la hantise des gouvernants depuis l'Antiquité. Et partout dans le monde, le blé est devenu un véritable enjeu économique et politique. Voilà pourquoi l'augmentation des rendements est devenue une obsession. Elle entraîne même la naissance d'un nouveau métier, celui de sélectionneur. À l'origine, Henri de Vilmorin, le fils d'un négociant en blé, qui invente la sélection généalogique au milieu du XIXe siècle. Avec lui, le blé devient un cobaye de laboratoire. On étudie la longueur de sa paille ou la qualité de ses grains pour sélectionner les meilleurs épis et forcer leur croisement. Pour cela, Vilmorin s'appuie sur le mode de reproduction de la précieuse céréale. Chaque épi est constitué d'épillets. À l'intérieur, il y a des fleurs. C'est là qu'a lieu la reproduction par autofécondation, car le blé est une plante autogame. Chaque fleur comprend un ovaire, l'organe femelle, et un antère, l'organe mâle. Pour faire ces croisements, Vilmorin procède à l'émasculation de l'épi A, en coupant son antère, et en le remplaçant par celui de l'épi B. Le pollen de l'épi B féconde l'épi A, et c'est la naissance du grain, censé accumuler le patrimoine génétique de ses deux parents. À travers cette technique dite d'hybridation, l'homme intervient directement sur l'évolution du blé, en créant artificiellement de nouvelles variétés. Aujourd'hui, les établissements Vilmorin appartiennent au groupe Limagrain, qui fournit 20% des semences de blé en Europe. Voici la station de sélection des nouvelles variétés. Les techniques de croisement n'ont pas varié depuis 150 ans. L'épi A, émasculé, est placé avec l'épi B dans un petit sachet pour éviter une éventuelle pollinisation extérieure. Ça, c'est le bébé. Les grains F1, ils sont le bébé entre variété A et variété B. On a cultivé les grains F1 et ça, c'est des populations andines F2. Donc, c'est 2 années après le croisement. On voit la diversité génétique, donc les gènes qui viennent de la femelle et le mâle, les deux parents. Donc, dans les enfants, on voit très bien ici, des plantes qui sont barbeuses, non barbeuses, des plantes qui sont beaucoup plus courtes. Cette plante-là, elle a une bonne hauteur. Et après, on a une plante ici, juste derrière, qui a à peu près carrément double de taille, donc trop haute. Et en plus de ça, on voit très bien de résistance maladie. Donc, par exemple, pour cette plante-là, c'est une maladie qui s'appelle la rouille jaune. Donc voilà, la plante elle est très attaquée. Par rapport avec cette plante-là, il est résistant parce que les feuilles sont très propres. Donc vous sélectionnez les meilleurs et ensuite vous les ressemez, c'est ça? Voilà. C'est très facile à marquer. On met un petit bout de laine sur l'épi. Par exemple, on voit ici avec cet épi-là, donc il a une bonne longueur. L'épi, c'est assez compact, donc c'est bien fertile. Cet épi-là, on n'a que 1, 2, 3 maximum grains qui est formé. Donc la fertilité, déjà, c'est pas du tout le même. Et ça, c'est important parce que le rendement de blé vient de quoi? Vient de la taille des grains, le nombre de grains par épi et le nombre d'épis par mètre carré. Parce que le rendement, ça reste un critère très important dans la sélection, oui, toujours aujourd'hui. Hein. Pour tout le monde, pour les agriculteurs, pour les industriels, pour la production, c'est très important, oui, tout à fait. Depuis l'avènement de la sélection généalogique, les rendements du blé se sont envolés. En Europe, ils sont passés de 10 quintaux à l'hectare en 1900 à plus de 80 quintaux un siècle plus tard. Pour faciliter le travail des moissonneuses-batteuses, un autre critère de sélection s'est imposé, la résistance à l'averse.
Donc, tenez, ça c'est un très bon exemple. Là, on est des stades F6, donc c'est 6 ans après les sélections. Et là, maintenant, on arrive en micro-parcelles. Donc ça, c'est pour juger le rendement sur le blé. Et là, voilà, cette variété-là, elle a une paille très faible. Donc la semaine dernière, on avait eu beaucoup de vent avec un petit peu de pluie. Et elle n'a pas résisté. Donc cette variété-là, pour elle, c'est fini. Elle est trop sensible à l'averse. Pour créer une variété moderne, il faut 10 ans et un investissement de plusieurs millions d'euros. Mais pour le sélectionneur, la partie n'est pas encore gagnée. Pour pouvoir la commercialiser, il faut la faire certifier en l'inscrivant au catalogue du ministère de l'Agriculture. Pour cela, il faut qu'elle subisse des tests répondant à 3 critères: distinction, homogénéité et stabilité. Dans le jargon, c'est la DHS. En clair, pour qu'une nouvelle variété soit certifiée et donc vendue, il faut qu'elle ait éliminé toute forme de diversité. Toutes les plantes sont des clones l'une de l'autre. Elles sont reproduites, elles sont strictement génétiquement identiques. Mais l'agriculteur, il ne peut acheter que des variétés qui sont catalogues. C'est la réglementation. À l'intérieur, chaque variété est stable et homogène. Il s'agit de la même unité génétique. Comme Apache en France. Oui, Ah oui, un hectare sur 4, oui, tout à fait. Un hectare sur 4 en France, Ouais. c'est fait avec cette variété et c'est Jen qui l'a créée. Ouais. Elle déborde un petit peu sur l'Italie, un peu l'Espagne. On est en Allemagne. Un petit peu en Allemagne sur la frontière, sur la bordure ouest. Une variété, si on veut dire une bonne carrière, évidemment, ça peut couvrir pas mal de régions en France. Donc ça, c'est un petit peu le rêve des sélectionneurs. C'est précisément cette logique d'uniformisation que dénonce Jean-François Berthelot, qui pratique l'agriculture biologique dans le sud de la France. Sur sa ferme, il cultive 200 variétés anciennes de blé. Pour chacune, il a réussi à se procurer quelques semences, principalement dans les collections de l'Institut national de la recherche agronomique. Il les a semées, puis multipliées pendant plusieurs années. Une expérience unique en Europe. C'est une sélection que j'ai faite dans un midonnier gris et j'ai trouvé quelques épis qui étaient beaucoup plus noirs, beaucoup plus bleus et je les ai mis de côté pour les multiplier. Et après je vais les remettre dans ma population de gris pour justement augmenter cette diversité. Ouais. Encore un. Ah, et celui-là. Voilà. Jean-François, regarde. Ah, oui. Et le rouge de Hongrie, regarde un peu ça. Quoi. Ah oui, quand même. Et qui est debout aussi, quoi. Hein. Pour Jean-François, les variétés modernes des sélectionneurs ne méritent pas le nom de variété, car les plantes sont toutes identiques, ainsi que l'exigent les critères de la fameuse DHS. Voilà ce qui devrait s'appeler une variété. Elle s'appelle Touzel barbu. Voilà un épi très rouge, plus petit, un épi un peu moins rouge, un épi blanc. Il y a la variété des formes et des couleurs à l'intérieur de cette population-là. Il faut bien voir que la DHS définit très précisément le contraire d'une variété. On est dans une logique de clonage depuis 2 siècles, de remplacement de la diversité par l'uniformité industrielle qui applique les principes de la révolution industrielle au monde vivant, c'est-à-dire la recherche de l'homogénéité, de la production stérile, de la reproductibilité, de la stabilité du produit industriel. Et deuxièmement, il y a la recherche aussi du droit de propriété intellectuelle. Une variété ne peut pas faire l'objet d'un droit de propriété parce que justement c'est une variété. Un clone qui est un mort vivant peut faire l'objet d'un droit de propriété. Ne répondant pas aux critères de la DHS, les variétés anciennes ne sont donc pas inscrites au catalogue. Adoptées par les 37 pays qui ont signé les accords de l'UPOV, l'Union pour la protection des obtentions végétales, le système du catalogue entérine, de fait, le monopole des sélectionneurs. Dis-moi Jean-François, mais tu as des blés illégaux là, si je puis dire. Ouais. Complètement illégaux. Mais dans un cadre de recherche, il y a une exemption et qui nous permet quand même de les multiplier. Mais moi, ça veut dire que si un collègue vient qui me dit « Oh, ce blé-là, il est vraiment magnifique », j'ai pas le droit de leur donner. Quoi. Ah oui. Bon, je suis passible d'une amende, d'aller sûrement devant les tribunaux. Ouais. Il y a un règlement qui, quelque part, indirectement, veut la mort de la biodiversité.
C'est un règlement qui a été fait pour protéger les sélectionneurs, qui avait sûrement un sens au début, parce que les sélectionneurs ont fait une recherche, il fallait qu'elle soit rémunérée, il fallait qu'elle soit protégée, il fallait que le marché soit moralisé, mais le résultat est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour autre chose que leurs variétés sélectionnées, et toutes ces variétés n'ont plus droit de citer. Voilà, il y a encore une autre variété du début du siècle, les bladettes qu'il y avait dans le sud-ouest, avec des pailles formidables. Ces grands blés sont des producteurs d'humus, sont des producteurs de carbone, donc des producteurs de terre, quoi, hein. Ils ne font pas que produire de l'aliment pour l'homme. Et ça, on est dans une autre logique, une autre... Oui, mais pourquoi tu veux nourrir la terre avec du carbone si tu peux la nourrir avec de l'azote et des engrais minéraux, n'est-ce pas, hein? Tout à fait. Voilà le problème. Voilà. En tout cas, là, ce qu'on constate, c'est que le blé a tendance à diminuer en taille, c'est ça? Nous étions dans les variétés début du siècle qui sont plus hautes que nous. Ça, c'est les variétés des années 50. Quoi. Il y a encore des pailles qui font 1,10 m, quoi, hein. Et puis maintenant, 70 cm, voilà, c'est à peu près la hauteur. Avant, vous aviez 20 quintaux là, puis 30, puis 40, puis 50, puis 60. La moyenne nationale à 75 quintaux, 7,5 tonnes de grains suspendus au bout d'une petite tige. Il faut que ça soit quelque chose qui soit très très court, très arc-bouté, très fort. Et aura du sol. Il y aura du sol, quoi. Alors l'inconvénient évidemment de ces blés-là, c'est que vous voyez, là ici, c'est quand même très très dense comme couvert végétal. Donc ça fait une densité de feuillage, si vous voulez, qui est telle qu'elle crée des conditions d'humidité favorables au développement de champignons. Donc il faut fongicide. Non, fongicide, pesticide, tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui veut dire que toutes les variétés modernes, quand on les utilise hors du contexte pour lequel elles ont été faites, c'est-à-dire sans engrais chimiques par exemple, elles ont des résultats catastrophiques. Elles ne font pas de rendement et elles ne font pas de protéines. Jean-François fait partie d'un réseau de paysans boulangers qui pratiquent tous l'agriculture biologique. Il fabrique lui-même sa farine et son pain. Et comme pour les cépages du vin, chaque variété de blé engendre un pain qui possède un arôme ou des qualités nutritives spécifiques. Voilà, il s'agit du pâton des variétés de Touzel. Ce sont des variétés très anciennes, des variétés de pays qui étaient dans tout le sud de la France. Et déjà du temps d'Olivier de Serres, fin 1600, on trouve des indications sur ces blés qui font un pain plus fort en arôme. Là, c'est la présence de la provitamine A, bêta-carotène, qui donne cette couleur jaune. Mais en contrepartie, elle a un gluten qui est faible. Vous voyez, elle lâche, alors que la variété moderne, elle est extensible longtemps. Parce que les sélectionneurs ont travaillé pour que les farines aient ces qualités technologiques et que la pâte puisse être facilement travaillée dans des pétrins mécaniques, dans des diviseuses, dans des façonneuses. Donc ça a restreint les possibilités d'utilisation des variétés, car toutes les variétés ne sont pas facilement mécanisables. Pour avoir différentes sortes de pain, il faut d'abord avoir différentes sortes de blé. Et l'agriculture d'aujourd'hui, en uniformisant les blés, s'est privée d'une grande diversité de blés, donc d'une grande diversité de pain. Voici la Mecque mondiale de la recherche sur le blé, le CIMIT de Mexico. Créé en 1943 par la fondation américaine Rockefeller, ce centre a largement contribué à l'uniformisation du blé dans le monde. Sa figure tutélaire, Norman Borlaug, un agronome américain considéré comme le père de la Révolution verte, qui était censé freiner l'expansion de la Révolution rouge dans les pays du tiers-monde. Couronné par le prix Nobel de la paix, Borlaug a dédié sa vie à une cause, l'éradication de la famine. C'est lui qui a inventé les blés à courte paille, en introduisant par croisement un gène de nanisme issu d'une variété japonaise. Les variétés naines du CIMIT ont fait le tour de la planète. Au nord, les sélectionneurs les ont utilisées dans leur programme de croisement. Quant aux pays du Sud, y compris communistes, ils ont envoyé des techniciens se former au CIMIT, surnommé l'école des apôtres du blé. Quand les Chinois sont venus ici pour la première fois, c'était en pleine révolution culturelle. Ils portaient encore l'uniforme de Mao.
Le hasard a voulu qu'au même moment, nous recevions une délégation de soviétiques. Les Chinois les regardaient d'un mauvais œil, en se demandant ce que les soviétiques faisaient là, et vice-versa. Je me souviens en avoir vu un déambuler dans les parcelles qui, après avoir jeté un bref regard autour de lui, a arraché un épi pour le mettre dans sa poche. On parlait alors de blé miraculeux. Tout à fait. Les blés miraculeux, ce sont des matériaux qui présentent une grande capacité d'adaptation. Ils ont été sélectionnés et ils ont un gène qui les rend insensibles à la longueur du jour ou de la lumière. C'est pourquoi ils peuvent être cultivés ici au Mexique, mais aussi dans le Pendjab indien ou dans n'importe quelle partie du monde. C'est comme ça que l'Inde est devenue autosuffisante en blé. Oui, et le Pakistan et la Turquie et de nombreux autres pays. 1965. La sécheresse provoque une terrible famine en Inde. Norman Borlaug organise l'acheminement de 60 000 tonnes de semences à haut rendement. C'est le plus grand transfert de semences jamais réalisé dans l'histoire. Formés par le CIMIT, les agronomes indiens propagent la révolution verte dans la région du Pendjab, le grenier à blé de l'Inde. Ils sont soutenus financièrement par la fondation Ford, bien placée pour fournir tracteurs et machines agricoles. Kanak, l'or en hindi, c'est le nom donné au blé dans le nord de l'Inde. Depuis des millénaires, la filière du blé fait vivre des millions de personnes. Dans chaque village, on fabrique de manière artisanale de la farine fraîche, destinée à la fabrication des chapatis, la nourriture de base de toutes les familles. Nous sommes ici dans le berceau du blé et de la révolution verte. Toutes ces variétés naines à haut rendement sont arrivées du Mexique avec le CIMIT. Avant la révolution verte, on cultivait des variétés locales ici? Oui, il y avait des variétés améliorées, très hautes, qui étaient très bonnes pour la fabrication de chapati. Il n'y a pas d'études là-dessus, mais il est sûr que beaucoup ont disparu aujourd'hui ou qu'elles ne sont plus à la mode. Avec les semences à haut rendement, l'Inde est devenue le deuxième producteur mondial de blé. Pourtant, la révolution verte ne fait plus l'unanimité. Ses détracteurs les plus virulents dénoncent un désastre écologique et social. Quant aux plus modérés, ils parlent de réajustement. C'est le cas du CIMIT, qui, après avoir promu la révolution verte, veut désormais en corriger les effets pervers. C'est ce qu'il appelle la deuxième révolution verte. Ce que nous voulons, c'est produire autant, mais avec des coûts moindres et avec des techniques plus respectueuses de l'environnement. Nous voulons améliorer le mode de production pour accroître les revenus des paysans et réduire leur endettement. C'est pourquoi le gouvernement du Pendjab et de l'Haryana veut diversifier les cultures pour que les paysans puissent rester sur leurs terres et cessent de partir pour créer de nouveaux bidonvilles. Du nord au sud de la planète, la révolution agricole a entraîné le développement de monocultures. Dans le Pendjab, elle a chassé les petits paysans, incapables de s'intégrer dans un modèle agricole extrêmement coûteux. Le nombre des exploitations agricoles s'est réduit de 25%, tandis que l'usage massif d'engrais et de pesticides épuisait les sols. We will transplant it after potato.
Diversification. We planted potato after rice. Cet agriculteur fut l'un des acteurs de la Révolution verte. Il possède 23 hectares, ce qui représente en Inde une grande exploitation. Encadré par le CIMIT et des agronomes du ministère de l'Agriculture, il a accepté de produire de manière moins intensive. Le nouveau mot d'ordre, zéro tillage, pas de labour. Exit la charrue et le motoculteur. Dans ce champ, il a semé directement le blé au milieu des résidus de sa récolte de riz, après un brûlis partiel. Les tiges de riz servent d'engrais naturel. Sesbania germinates very well, even in residue. So, benefit kya hua? What? We save diesel. How much? 15 liters per acre. After 45 days, yeah. Sesbania comes waist like height, around waist 3 height, feet. around waist height. 2.5 to 3 feet. Yeah. 1 meter. 1 meter. 1 meter. Yeah. How much fertilizers you have reduced? Phosphorus. Okay. We are giving at par. Okay. Before But and now. Before and now. Yeah. But nitrogen, almost 40%. And for you, it was difficult to change. I No, mean, no. to use First less year- fertilizers, less. No. First year when he guided me, I was reluctant. Mindset. Then to change my mindset. From last 30 years, I was doing that practice. In 1970, I started farming. At that time, the water level was 10 feet here. Yeah, yes. At my Only farm. 3 meters. Only 3 meters. Now it has gone down to 40 feet. Almost 12 meters. See, every year water level is going down, down, down. So we have to save water. 3 row और फिर ये मिस कर दिया बीच में ये 16 इंच छोड़ इसमें डालना दूसरे खेत में organic wheat. Yeah. Is there many organic wheat in India? Or no. So, like Mr. Mann is doing in a very small area, 1 acre, just 1 acre. For my family only. In the hills, it is hardly 50 kg urea. Not for per acre sale. they are You want applying. to eat a good wheat. Yeah, good wheat and good chapati. Yeah. Pour le CIMIT, la deuxième révolution verte passe aussi par la préservation de la biodiversité du blé, dont il avait pourtant accéléré l'érosion. Le centre possède aujourd'hui la plus grande collection de graines de blé du monde. C'est ce qu'on appelle une banque de germoplasme. Depuis une vingtaine d'années, les collaborateurs du CIMIT parcourent les campagnes à la recherche d'épis rares, comme ces spécimens de blé sauvage retrouvés aux confins iraniens du croissant fertile. Toutes les semences sont conservées dans une chambre froide à moins 3 degrés. La banque compte 166 000 variétés de blé, dont 32 000 populations de pays, pour qui l'heure de la revanche a sonné. Ce qui nous intéresse, ce sont les gènes qui sont à l'intérieur des variétés locales, pour les introduire dans des variétés modernes, pour qu'elles soient plus adaptées à l'environnement futur. Nous avons le problème du réchauffement climatique. Il fait de plus en plus chaud et sec. Et il y a toutes sortes de stress ou de perturbations. Quel est le secret que contiennent ces blés ? Les sélectionneurs ne veulent plus seulement du rendement ou de la résistance aux maladies. Ils veulent plus de protéines et plus de qualité. Car il y a une règle qui veut que lorsque le rendement est bas, le pourcentage de protéines dans chaque grain est très haut, 14 ou 15%. Si ce même grain vient d'un champ à haut rendement, le pourcentage de protéines dans chaque grain est de 10 ou 11%. Maintenant, nous étudions aussi la qualité des protéines. Quelles sont celles qui font du bon pain levé ? Ou quels sont les caractères impliqués dans les galettes arabes ou dans le pain à la vapeur chinois. Nous travaillons beaucoup là-dessus. On parle de troisième révolution agricole, celle de la biotechnologie et des plantes OGM. Longtemps épargné par les manipulations génétiques, le blé est entré dans la tourmente en décembre 2002, lorsque la multinationale Monsanto dépose une demande de mise sur le marché pour un blé transgénique au Canada. Apparemment, une affaire de routine. Le 6e producteur mondial de blé est aussi le 3e producteur de plantes transgéniques. Contre toute attente,
ce sont les grands céréaliers qui organisent la résistance contre le blé OGM. Pourtant, la majorité d'entre eux cultivent du colza transgénique, sans aucun état d'âme. Mais avec la céréale mythique, c'est une autre affaire. Réputé pour la qualité de ses grains, le Canada exporte 80% de sa production, principalement vers l'Europe et le Japon. Et c'est précisément là que le bât blesse. Pour les fermiers, la raison du rejet du blé transgénique était économique. Pour nos clients, la raison tenait plutôt au statut particulier du blé par rapport aux autres cultures. 80% de nos clients internationaux ont clairement exprimé qu'ils ne voulaient pas de blé transgénique. Et vous, est-ce que vous mangeriez du pain transgénique? Au Canada, il n'y a pas d'étiquetage obligatoire. Donc si c'est introduit, j'en mangerai forcément, parce que j'aime le pain. En ce qui me concerne, je n'ai pas d'inquiétude pour la santé. Les vrais problèmes pour moi, ce sont les conséquences sur l'environnement et la biodiversité qui devraient être prises en compte dans notre système de régulation. Très libérale en matière d'OGM, la réglementation canadienne ne prévoit aucune distinction entre une variété obtenue par croisement traditionnel et une variété transgénique. Dans le cas du blé, il a été manipulé pour résister à un herbicide puissant à base de glyphosate que Monsanto commercialise sous le nom de Roundup. La technique utilisée fut la même que pour le colza ou le soja, baptisé aussi Roundup Ready. Voici une cellule de blé. Au cœur de la cellule, il y a le noyau qui contient l'ADN, la structure génétique du blé. Pour créer son OGM, Monsanto franchit la barrière des espèces. Le gène qui confère la résistance au glyphosate provient d'une bactérie. Il est fixé sur des particules d'or microscopiques qui sont bombardées sur les cellules de blé. Le gène pénètre l'ADN et il suffit de multiplier les cellules végétales pour obtenir une plante résistante au glyphosate. Quand l'herbicide est épandu, il tue toutes les mauvaises herbes, sauf le blé. L'ampleur de la campagne contre le blé Roundup Ready a pris de court l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui accorde les autorisations de mise sur le marché des plantes OGM. Pour la première fois, un débat s'est ouvert, ce que reconnaît la direction avec la langue de bois de rigueur. Nous avons des préoccupations scientifiques sur lesquelles je ne peux pas m'étendre parce que bien sûr elles sont confidentielles. Mais d'une manière générale, je peux dire que nous avons eu des discussions avec la compagnie sur les conséquences que cela entraînerait pour les utilisateurs, ceux qui allaient cultiver ce blé, et pour les non-utilisateurs qui pourraient en être affectés. Est-ce que vous mangeriez du pain transgénique? Si j'étais sûr qu'il n'est pas mauvais pour la santé. He broke the bread, gave it to his disciples and said, "This is my body, which will be given up for you." Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Marc Loisel est une autre figure de proue de la résistance au blé OGM. D'origine française, sa famille s'est installée au Canada il y a un siècle. Agriculteur biologique, il cultive 45 hectares d'une variété ancienne menacée d'extinction, le Red 5, très prisé par la boulangerie artisanale. Le blé Red 5, c'est le blé que mes ancêtres qui ont débuté la ferme familiale ici ont cultivé. C'était l'ancien blé qui est venu en Ontario, on pense à peu près l'année 1842. Ça a été envoyé dans un paquet par un ami de M. David Fife. Et on croit bien que la souche de ce blé-là est soit la Pologne ou l'Ukraine. À la gauche, c'est possible que ce soit du colza transgénique de mon voisin, juste ici à côté, et aussi en avant. Et si ça ne l'est pas, il y a déjà une contamination quelconque. Et ça met à risque nos champs. C'est précisément l'expérience du colza transgénique, implanté au Canada en 1997, qui a nourri la résistance au blé Roundup Ready.
Jusqu'à une date récente, Marc Loisel alternait sa culture de blé avec du colza traditionnel. Il a dû arrêter à la demande de son agence de certification biologique. J'ai eu une contamination de colza transgénique qui est venue à cause d'un vent violent qui a transporté des plantes de colza transgénique d'un champ de mon voisin au mien. Et alors, ça a fait une contamination au sol. Et donc, je ne puis plus cultiver que ce soit du colza ou autres graines ou plantes apparentées pour au moins 5 ans. Parce que la graine de colza, c'est reconnu que ça peut rester dormant dans le sol pour jusqu'à 5 ans, et peut-être plus. C'est comme un blé, par exemple. Un blé aussi peut rester dormant dans le sol. Alors, Monsanto dit, « Ah, bien, vous avez le choix. Vous pouvez soit faire la culture biologique, conventionnelle ou transgénique. » Puis moi, je dis, pour parier à ce qu'il dit, « Ben non, on n'a pas le choix. Parce qu'une fois qu'un blé transgénique est introduit, le choix n'est plus là. » Ce que dénonce Marc Loisel a été confirmé par une étude scientifique dirigée par un agronome canadien. Il a constaté que le gène introduit dans le colza Roundup Ready avait contaminé toutes les autres variétés de colza et que celles-ci étaient menacées de disparition. Son rapport a pesé lourd dans la campagne contre le blé transgénique. Monsanto a finalement retiré sa demande de mise sur le marché. Nous étions très préoccupés par le flux du gène d'une culture de blé à l'autre. Nous savions que ça pouvait être un problème parce que nous avions déjà constaté ce problème avec le colza. Des études australiennes ont montré que le gène peut se déplacer dans une seule saison sur 2,5 km. Nous avons réalisé des études dans les silos de semences de colza non transgéniques et nous avons constaté que 80% possédaient le gène Roundup Ready. Puis, nous avons construit une modélisation du flux de gènes dans le colza. Il y a ce qu'on appelle des ponts de gènes. Nous nous sommes demandé si cela pourrait se produire pour le blé. Nous avons comparé tous les éléments de la modélisation, un par un, et nous avons conclu que la situation serait similaire pour le blé et qu'il y aurait aussi un mouvement de gènes. La contamination génétique est irréversible. Nous devons être très prudents quand on met quelque chose sur le marché et nous demander « Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut accepter dans notre environnement pour toujours ?» Il n'y a pas de marche arrière possible. Est-ce qu'il y a comme quelque chose pour mettre sur la plaie? Ah, super! L'autre raison du rejet du blé transgénique, ce sont les brevets associés aux plantes OGM. Liés par un contrat, l'agriculteur est tenu de racheter ses semences chaque année auprès du fournisseur sous peine d'amende. Plusieurs fermiers des prairies ont été traînés en justice parce qu'ils avaient du colza Roundup Ready dans leurs champs et n'avaient pas payé de royalties. Pourtant, la plupart avaient été victimes d'une contamination. Malheureusement, tout l'aspect communautaire, la franchise entre voisins, il y a une méfiance maintenant qui l'a remplacé. Parce que Monsanto a laissé savoir aux agriculteurs que si vous soupçonnez que votre voisin a du colza transgénique sur son terrain, alors vous pouvez le dénoncer. Ah oui, ça arrive. Ils ont vraiment une police, Monsanto, pour vérifier dans les champs. On appelle ça la police des gènes, c'est ça? Oui, c'est une police des gènes. Ça s'appelle Robertson Agencies. Ils sont une agence privée qui sont embauchés par Monsanto pour essayer de trouver des cas où ce que le colza de Monsanto est présent. Et alors, ils vont faire des échantillonnages. Ils vont dire, ah, bon, voilà, il n'y a pas de contrat avec nous autres. On vous demande de l'argent tout de suite, en dommage. Ça fait que la relation entre fermiers est pourrie à cause de ça. Économiste, Dennis Olson travaille à l'IATP, l'Institut pour la politique agricole et commerciale de Minneapolis. Réputé pour la qualité de ses expertises, le centre s'est engagé à fond dans la campagne américaine contre le blé transgénique. Car pour lui, l'enjeu des semences brevetées est universel. Pour Monsanto et les autres compagnies de biotechnologie, les plantes transgéniques ne sont qu'un moyen de contrôler le marché des semences. Au cours des dernières décennies,
il y a une évolution qui va de plus en plus vers les monocultures au détriment de la biodiversité. Partout dans le monde, la plupart des compagnies semencières ont été rachetées par des monopoles comme Monsanto. Leur problème, ce n'est pas la biodiversité ou le fait qu'il y ait différentes variétés dans les régions, mais ce qu'ils veulent, c'est que les paysans achètent leurs semences. À terme, cela peut être très dangereux. S'il y a une épidémie, de rouille, de champignons ou toute autre maladie qui attaque la seule et unique variété de blé cultivée dans le monde, cela mettra en péril la sécurité alimentaire de la planète. En Inde, comme dans la plupart des pays du tiers-monde, les paysans n'achètent pas leurs semences. Ils conservent une partie de leur récolte pour la ressemer l'année suivante ou font comme Rakesh, qui s'approvisionne auprès d'un paysan du village. Disparues dans les pays du Nord, ces pratiques ancestrales permettent de préserver la biodiversité, mais aussi la sécurité alimentaire des populations. Est-ce que vous allez payer vos semences? Non, nous les échangeons. Celui qui a une bonne semence, on la lui prend. En échange, nous lui donnons du blé pour manger. Il n'y a pas d'argent, c'est du troc. Nous n'achetons pas les semences à de grandes sociétés. S'il y a une grande compagnie qui arrive, ça va nuire gravement aux paysans et vider leurs poches. Rakesh fait partie d'un syndicat du nord de l'Inde qui compte 20 millions de paysans. Ce jour-là, il reçoit le numéro 2 de l'organisation. Au programme, la campagne de résistance contre le blé Roundup Ready. Après son échec en Amérique du Nord, Monsanto a attaqué le marché de l'Inde, où il a racheté les principales compagnies semencières. Cette année, nous avons appris qu'ils ont des semences et qu'ils essaient de les vendre. Du blé transgénique? Oui. Apparemment, ils n'ont pas de licence ni d'autorisation. Mais les multinationales ont beaucoup de moyens, de puissantes structures publicitaires, des commerciaux. Elles vont voir les paysans et leur vendent leurs semences à haut rendement. Est-ce que vous avez des plantes transgéniques en Inde? Oui, nous avons ce qu'on appelle du coton BT. Quand les paysans de l'Uttar Pradesh ont acheté les semences de Monsanto, ils ont tout perdu, car ils n'ont pas eu de récolte. C'était des semences qui n'étaient pas adaptées à notre climat, et il n'y a pas eu de germination. Les paysans ont perdu tous leurs investissements en semences, pesticides, engrais, et ils se sont retrouvés endettés. Au cours des 5 dernières années, 6000 paysans se sont suicidés. Ils jouent avec la vie des gens. Pour nous, c'est un grand combat, car c'est une question de survie. D'après des estimations concordantes, 1/5 des espèces végétales ou animales pourraient disparaître d'ici 30 ans. En cause, l'activité humaine, qui, de l'industrie à l'agriculture, provoque une érosion sans précédent de la biodiversité. Pourtant, nourriture, médicaments, qualité de l'eau ou de l'air, c'est la biodiversité qui assure la survie de l'homme. Le combat des paysans indiens concerne l'humanité entière. जो Monsanto और ये इस तरह की कारगिल 2-3 कंपनियां आ रही हैं जो अपना बीज देना चाह रही हैं यहाँ पे मतलब किसानों को इतना जागरूक करना है राम राम लेकिन कुछ जगह वे अपने भारतीय नाम उसमें रख लिए जैसे जय गणेश और इस तरह के कर दिया महालक्ष्मी इस नाम से भी बेच रहे धीरे धीरे पहले देसी बीज थे उनकी मिट्टी कितनी स्वाद लगी थी और ऐसे बीज आपको देंगे कि वे हर साल आपको उन्हीं से लेने पड़ेंगे आप उन बीजों को दोबारा यूज नहीं कर सकते हम उनके अधीन हो जाएंगे हर तरीके से हर चीज में हर क्षेत्र में चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो सब उन कंपनियों के अधीन हो जाएंगे और वे सभी राष्ट्रों पर राज करेंगे एक ऐसी उनकी प्लानिंग है हम इसका अपने सारे इलाके में घूमकर पूरा विरोध करेंगे और अगर कोई दुकानों पर शहर बीज आया हुआ होगा तो उस दुकानों में आग लगा देंगे और कभी भी इसे घुसने नहीं देंगे गांठ पीट देंगे लठोरे से निंगा भी लग गया निंगा भी वो कर देंगे
हिंदुस्तान वाले हैं ये। जो भारत के बीज हैं यहाँ, चाहे गन्ने का है, चाहे गेहूं का है, चाहे सरसों का है, चाहे चने का है, हम उनको सुरक्षित रखेंगे। विदेशी बीजों को नहीं आने देंगे भारत में। गेहूं प्रजा के खाने के काम आता है, जीविका के काम आता है, जिससे मानव जिंदा रहता है, पक्षी पशु जिंदा रहते हैं, आत्माओं का भोजन है।